Salut à tous, c'est Léon. Là je vais vous faire une vidéo un peu particulière puisque je vais vous parler d'un livre qui n'est pas encore sorti. Donc une avant-première sur un livre qui n'est pas encore sorti. Il sera dispo dans quelques jours, mais les premières pages sont déjà accessibles. Alors je tenais à les partager avec vous et à vous donner mon sentiment dans la foulée. Il y a déjà le début. Donc écoutez bien, je vais vous donner le résumé et les premières pages de ce livre qui s'appelle Vivant d'Émeric Caron. On va voir si ça vaut le coup. Un livre que j'ai trouvé par hasard en cherchant des images pour illustrer ma vidéo de Nostek. Et donc je découvre que, tiens, dans une semaine, il y a un nouveau bouquin de Caron qui sort. Donc voilà, je voulais le partager avec vous. Alors, écoutez ça, voici donc déjà le résumé de ce livre. Donc Émeric Caron, Vivant. Tandis qu'Homo sapiens a entrepris de détruire tout ce qui vit sur cette planète, la défense du vivant s'impose en ce début du XXIe siècle comme la priorité politique et philosophique absolue. Mais pour respecter le vivant, il faut d'abord le comprendre. Comment classer les différentes formes de vie? Pourquoi la conscience existe-t-elle? Les plantes éprouvent-elles la souffrance? Et les poissons? Qui sont les viandales? Les bouchers sont-ils des assassins? Pourquoi faut-il parler de génocide animal? Existe-t-il des formes de vie que l'on peut combattre ou sacrifier? Pourquoi la nature bonne est-elle une illusion? Qu'est-ce que l'existence pour un humain? Comment s'assurer d'avoir été vivant avant de mourir? Notre court passage sur cette planète peut-il avoir un sens? En convoquant la biologie et la philosophie, Vivant retrace l'histoire de la vie sur Terre depuis les premières bactéries apparues, il y a près de 4 milliards d'années, jusqu'à l'émergence de l'intelligence artificielle. En prolongeant une prophétie de Darwin, ce livre annonce la naissance d'une nouvelle espèce humaine qui remplacera la nôtre, Homo ethicus, l'homme moral. Ce sera lui ou la fin de l'humanité. Émeric Caron est journaliste et écrivain. Il est l'auteur de Nostek, aux éditions Fayard en 2013, Antispéciste aux éditions Don Quichotte en 2016 et Utopia 21 aux éditions Flammarion en 2017. Voilà pour ce résumé. Alors avec une petite mention. Quelle chimère est-ce donc que l'homme? Quelle nouveauté? Quel monstre? Quel chaos? Quel sujet de contradiction? Quel prodige? Juge de toutes choses, imbécile ver de terre, dépositaire du vrai, cloaque d'incertitude et d'erreur, gloire et rebut de l'univers. Citation de Blaise Pascal dans Pensée. Alors voilà, je vais démarrer ma lecture. Apparemment, il n'y a pas véritablement de vraie introduction. On a le sommaire et quelques chapitres. Donc là, ça démarre sur un chapitre intitulé « Mourir ». Mourir. La vie me mène tranquillement vers le vide. Bientôt je ne serai plus, et ne pourrai même plus penser à ce que j'ai été. Je serai reparti en fumée, renvoyé là d'où le hasard m'a extirpé. Cet endroit où l'on ne peut ni voir, ni sentir, ni savoir. Chaque heure qui passe prolonge mon existence et la raccourcit en même temps. Il s'agit, je crois, du plus douloureux paradoxe ontologique que nous ayons à affronter, et l'une des sources fondamentales de nos angoisses. Plus nous vivons, plus nous mourrons. Les statistiques se veulent toutefois rassurantes. Je n'ai officiellement goûté que la moitié de ma vie, et il m'en reste à peu près autant à parcourir avant l'évaporation définitive. Je suis donc déjà vieux, mais encore jeune, ou le contraire. Les pronostics logiques qui me prêtent une petite quarantaine d'années supplémentaires ne peuvent cependant pas grand-chose contre l'accident ou la maladie, qui sont susceptibles de m'éliminer bien plus tôt que prévu. Ce qui me procurerait une contrariété non négligeable, que je n'aurais néanmoins peut-être pas le temps de ruminer. La mort que vous avez côtoyée, frôlée, mais évitée avec soin pendant des décennies, s'abat parfois sur vous sans prévenir, de la plus originale ou de la plus triviale des manières, comme si elle tenait à vous rappeler, au moment de vous l'ôter, que votre vie n'a jamais tenu qu'à un fil.
La mort n'est en définitive qu'une fâcheuse banalité. Chaque jour, 170 000 humains sont effacés de la planète, ce qui correspond à environ 120 morts par minute. Il s'agit d'un tempo parfait, celui des tubes de dance floor ou des footings de récupération. 120 BPM. Curieux hasard qui nous appelle à apprécier notre chance d'être vivants. Chaque fois que nos pas se posent au son de la musique qui divertit, ou que notre cœur bat au rythme d'une course légère, un humain s'évapore, emportant dans son trépas les 100 000 milliards de cellules qui composent son corps. Pas une parcelle de vivant ne peut échapper à la tragédie du cycle de la vie. Le jour même où vous n'êtes plus, vous êtes balayé en un instant. Le retour vers ce néant dont nous fûmes sortis par miracle est un effacement immédiat. Si notre parcours nous a octroyé l'honneur dérisoire d'une page Wikipédia, la date de notre décès y est ajoutée dans la minute qui suit son annonce publique sur un quelconque réseau social. Éjecte. Comme si la mort n'arrivait qu'aux autres, nous feignons l'immortalité pour mieux brûler nos heures dans l'absinthe de préoccupations futiles et vaniteuses. Pendant ce temps, elle nous observe, goguenarde, jusqu'au moment où elle choisit de se rappeler à notre souvenir. Une connaissance plus ou moins proche décède soudain. La veille pourtant, elle suivait le cours de ses heures, sans se douter qu'il s'agissait de ces dernières. En apprenant la nouvelle, un trouble nous saisit. Ce trouble devient choc lorsque c'est un ami cher ou un parent proche qui disparaît. Nous aimions serrer dans nos bras cet être qui nous guidait, nous consolait, nous conseillait, nous distrayait, nous émerveillait. Mais cet être n'est plus, et le corps froid devant lequel nous nous recueillons n'est déjà plus lui. Il est la mort qui nous provoque, en se mettant à rôder autour de nous. Pendant des jours, des semaines ou des mois, elle pose son souffle froid sur notre main et embue notre regard. Elle nous oblige à nous arrêter pour la considérer. Elle nous prévient que bientôt ce sera notre tour. Et pour nous préparer, elle nous prive d'une partie de nous-mêmes en éteignant une âme qui nous complétait. Il est assis dans un fauteuil confortable. Son fauteuil, celui qui faisait autorité et autour duquel l'ensemble du salon était organisé. Ce fauteuil est situé en face d'une baie vitrée qui offre une vue ample sur un jardinet verdoyant, au-delà duquel, une fois la rue traversée, coule un paisible canal. L'une de ses mains, posée sur un large accoudoir de bois sombre, entoure un verre rond rempli d'un alcool jaunâtre. Ses longues jambes sont croisées. Il porte un pantalon à pince et une chemise de couleur claire recouverte d'un pull sans manches à col en V. Il parle de politique, ou alors de football, sa passion. Dans sa jeunesse, il était le gardien de but d'une équipe qui évolue aujourd'hui en première division des Pays-Bas. Je n'aime pas spécialement le football, mais j'aime quand lui en parle. Soudain, il se trouve en face de moi, assis à la table en laqué blanc du salon. Au-dessus de nos têtes, un lustre en métal rond, blanc lui aussi, éclaire le plateau d'échecs, autour duquel nos cerveaux échafaudent des stratégies. Je devrais perdre la partie, évidemment, mais il me laisse gagner. Je ne le comprendrai que plus tard. Pour l'instant, je suis persuadé d'être très malin. Il est au volant de sa Mercedes. Il m'emmène en balade à Amsterdam. Il débarque les bras chargés de cadeaux. Il rit, ou plutôt il sourit. C'est curieux. Chez lui, le sourire se mélange au rire. Il rit, ou sourit, et des fossettes se dessinent sous ses joues qui se gonflent légèrement. Il rit ou sourit chaque fois que je le vois, et son visage irradie ses interlocuteurs d'une joie de vivre que je n'ai revue chez personne après lui. Il a pourtant ses secrets et ses souffrances. Il a connu la part sombre des hommes, mais il me fait croire qu'elle n'existe pas. J'ai 5 ans. Il me porte sur ses épaules en soutien. J'ai 10 ans. Nous jouons au foot, et il se met dans les buts. J'ai 12 ans. Nous visitons la maison d'Anne Frank. J'ai 14 ans. Nous écumons ensemble les magasins à la recherche d'habits à la dernière mode. J'ai 18 ans. Nous passons de plus en plus de temps à discuter de 1000 choses. Avec la langue française qu'il a apprise sur le tard, il se débrouille, très bien, comme il l'a fait dans tous les domaines de sa vie pas banals. Pendant toute mon enfance, chacun des moments passés avec mon pépé a été une fête, un hors-temps, une explosion de couleurs, de charme, d'humour et d'élégance. Mais cela devait donc avoir une fin, puisque tout finit un jour, peut-être même l'univers. Mon grand-père est parti il y a quelques années. Dans mon bureau sont aujourd'hui exposés des objets décoratifs qu'il affectionnait et que j'ai vus pendant des années dans son salon chaque fois que je lui rendais visite. Un œuf chinois cloisonné sur son socle de bois à cajou, ainsi qu'un cheval et un bouddha en cuivre. Il me suffit de poser les yeux sur eux pour apercevoir mon grand-père à quelques pas de moi. Je n'admets toujours pas qu'en dehors de ces choses il ne reste rien de lui, si ce n'est l'impression qu'il a laissée à ceux qu'il a aimés.
Le jour où je ne serai plus, ni aucun de ceux qui l'ont connu, il aura définitivement disparu. Comment une telle chose est-elle possible? Il était une histoire riche, complexe, celle d'un homme abandonné par sa mère, n'ayant jamais connu son père, ayant quitté l'école très tôt, passé par des tas de petits boulots, emprisonné pendant la guerre, célibataire, endurci, épousant à 40 ans une femme seule avec 3 enfants pour créer une famille heureuse, tout en réussissant une belle carrière dans le commerce. Il était des milliers de souvenirs, il était une chaleur. Il n'est plus aujourd'hui qu'une inspiration mêlée de douleur. Pour survivre un peu, il n'existe que l'art. Romain Gary a ainsi offert une immortalité passagère à sa mère en lui consacrant un roman. Je cite, « Il y a des quantités de mères extraordinaires qui se perdent parce que leurs fils n'ont pas pu écrire la promesse de l'aube », expliquait le double vainqueur du Goncourt. Fin de citation. Nous mourons en réalité par absence de prolongement littéraire. N'en déplaise à Épicure, la mort est la plus ennuyeuse des affaires, et cette évidence est bien plus simple à comprendre. La mort nous prive de notre bien le plus précieux, la vie. Rien ne compte donc davantage pour nous que cette connexion qui allume le vide et qui nous permet d'expérimenter notre environnement, de sentir le temps qui s'écoule, d'échanger avec d'autres vivants, d'éprouver plaisir et satisfaction. Il n'y a qu'à observer le soin que nous mettons à ne pas mourir et la quantité étouffante de conversations qui portent sur l'état de nos artères, de nos articulations, de nos allergies, de nos bilans sanguins et cardiaques, et sur le moindre bobo qui nous inquiète. La très grande majorité d'entre nous donnerait tout ce qu'elle possède, ses milliers ou millions d'euros s'il s'agissait de sauver sa propre vie ou celle de son enfant. Personne ne souhaite a priori mourir, et pourtant nous n'avons pas le choix. N'est-il pas curieux d'ailleurs que le phénomène vital qui anime notre planète s'épanouisse sur la putréfaction sans cesse renouvelée de milliards de cadavres quotidiens? Pourquoi la nature a-t-elle mis au point une mécanique de persévérance de la vie aussi brutale? Pourquoi des existences ont-elles besoin d'en interrompre d'autres pour se poursuivre? Pourquoi tout vivant doit-il forcément un jour cesser d'être? Le jour où nous percerons ces mystères, notre destin en sera bouleversé. On peut longuement s'interroger sur les motivations de cette cruelle nécessité qui nous demande les plus grands efforts pour bâtir dans les larmes et la sueur ce qui sera balayé en une seconde. J'en vois une. Notre disparition programmée donne son sens à la notion de responsabilité, là où l'immortalité la rendrait inutile. En effet, si tout s'arrête un jour, et si nos actions peuvent entraîner notre propre mort ou celle d'autrui, alors nous sommes contraints de réfléchir à la manière dont nous utilisons le capital vital que la chance nous a offert. Car dans la mesure où notre temps de passage sur Terre est limité, il est recommandé de le rentabiliser. Autrement dit, la mort nous force à inventer un sens à notre existence. Ce dernier point sera contesté par nombre d'individus qui ne demandent qu'à profiter de la vie, égoïstement, et détournent le carpe diem d'Horace pour en faire le slogan d'une ode à la jouissance nombriliste de tous les instants dénués de la moindre aspiration spirituelle. Gagner un maximum d'argent, allonger son corps graisseux sur des plages exotiques, s'acheter des gadgets qui ne poussent leur dernier cri que quelques mois, commenter chaque semaine les résultats d'une équipe de foot, faire dépendre ses humeurs des 10 résultats, se saouler sur de la musique décharnée aux ultra-basses sournoises, gueuletonner sur le dos d'animaux martyrs en évoquant la tradition, la culture et d'autres fadaises débilitantes. De multiples techniques de lobotomie sont proposées par des charlatans qui promeuvent le rien et les bulles. Ces charlatans, qui ont hélas conquis tous les leviers du pouvoir, qu'ils soient politiques ou économiques, méprisent la vie et nous encouragent à en faire autant. Ils meurent riches d'argent mais indigents d'humanité. Leur passage sur Terre a été un désastre. Pour le bien du plus grand nombre, il aurait mieux valu qu'ils ne naissent jamais, qu'ils ne naissent pas. D'ailleurs, ils ne sont jamais vraiment nés. Ils ont erré. C'est tout. Preuve que la mort est, quoi qu'ils en disent, le principal souci des vivants, la presse en fait son sujet favori. Avec la gravité de porte-parole des pompes funèbres, les médias nous livrent le récit quotidien de la Camarde sous toutes ses coutures. Les guerres, le terrorisme, les catastrophes naturelles ou industrielles, les crashs d'avions, les déraillements de trains, les écroulements de ponts, les carambolages sanglants, les pandémies, les disparitions de célébrités et, bien sûr, les faits divers sordides, homicides en tout genre avec une préférence pour les meurtres d'enfants et de conjoints.
Les flash infos ne sont souvent qu'étalage de cadavres, infinitude indécente, pour reprendre l'expression de Sioran, qualifiant l'omniprésence de la mort. Ces corps raidis, carbonisés, déchiquetés, noyés ou écrabouillés, chacun d'entre nous les regarde avec une fascination qui compense sans doute le déni de notre propre disparition à venir. Et si l'actualité est une rubrique nécrologique ininterrompue, c'est bien parce que perdre la vie est ce qui peut arriver de plus grave à un individu en bonne santé. Mais alors dans ce cas, pourquoi faisons-nous si peu de cas de la vie des autres ? Pourquoi la mort de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants piégés par le destin d'une guerre, d'une fuite obligée, de la sous-nutrition ou de l'indigence sanitaire ne nous empêche-t-elle pas de fermer l'œil ? Pourquoi nos gouvernements provoquent-ils ces morts sans état d'âme ? Et pourquoi nous autorisons-nous, humains, à priver de leur vie des milliers de milliards d'animaux non humains chaque année ? Pourquoi ne pouvons-nous pas comprendre pour eux ce que nous comprenons si bien pour nous-mêmes ? Pour toi, lecteur, le bien le plus précieux est ta vie. Eh bien pour le veau qu'on arrache à sa mère pour le transformer en steak, c'est exactement pareil. Il tient plus que tout à sa vie. Chacune de ses journées consacrée à la poursuite de lui-même, à l'évitement de la mort et à la recherche du plaisir. Si toi, lecteur, tu as le droit de vivre en sécurité sans que personne ne t'assassine, pourquoi en serait-il autrement pour le veau, la vache, le cochon, le poulet, le mouton, le lapin, le vison et tous ces animaux que l'on élève à la pelle avec l'abattoir comme horizon, et qui ne demandent pourtant qu'à profiter de leur existence, tout comme nous. Oui, nous devons mourir pour vivre, c'est ainsi. Mais devons-nous tuer ? Fin du premier chapitre. On a la chance d'en avoir un deuxième. Un petit coup à boire parce que... Waouh. Deuxième chapitre. Homo eticus. Humain, je crois que j'ai cessé de t'aimer. Tes qualités, si peu exploitées, ne suffisent plus à compenser tes tares rédhibitoires au premier rang desquels je place la stupidité, car tu es désespérément idiot. L'avenir que tu te prépares en est la preuve. C'est plus fort que toi. Tu as toujours lapidé, égorgé, taillé en pièces, écartelé, mitraillé, fusillé, décapité, bombardé. Des centaines de millions d'hommes, de femmes et d'enfants sont morts prématurément en raison de leur appartenance à un clan, à une tribu, à un drapeau ou à une religion. Par ailleurs, depuis longtemps, tu mets à mort pour te nourrir. Des milliards d'animaux non humains ont été zigouillés en quelques millénaires pour remplir nos panses. Et depuis 2 siècles, c'est la terre que tu assassines. Tu pilles, creuses, déracines, arraches, empoisonnes, assèches, asphyxies, sans penser un seul instant aux conséquences de tes actes. Si tu es européen, tu consommes chaque année 3 fois ce que la planète peut t'offrir en ce laps de temps. Si tu es américain ou australien, tu consommes 5 fois trop. Et si tu es qatari, 10 fois trop. Tu libères le carbone à gogo. Tu auras l'air malin quand la température globale de l'atmosphère aura augmenté de plusieurs degrés à la fin du siècle ou bien avant, quand les villes seront devenues irrespirables la moitié de l'année, quand le désert aura gagné le sud de l'Europe et se sera étendu en Afrique, quand la neige aura disparu des sommets de l'Himalaya, quand cette augmentation des températures détruira les récoltes, ce qui créera une instabilité alimentaire précédant une instabilité sociale, quand les épisodes de sécheresse, les inondations, les ouragans, les tempêtes et les cyclones se multiplieront, quand les populations seront déplacées par millions et que personne ne voudra accueillir ces éco-réfugiés, quand ce monde s'enfoncera dans un chaos que seule la dictature des nantis sera capable de maîtriser en apparence, et que tu seras bien obligé d'admettre que tu es l'unique responsable. Nous en serons là parce que tu refuses d'écouter les cris d'alarme de ceux de tes représentants qui pointent l'évidence. Tu protestes et évoques ce que tu as accompli en quelques millions d'années et qu'aucune autre créature terrestre n'a été en mesure de réaliser. Il est vrai que tu peux être fier avec ta faible corpulence, ton absence de crocs, de fourrure, de carapace, de venin, puisque Épiméthée faillit, tu n'étais à l'origine qu'une pauvre bestiole à la merci des éléments et des nombreux animaux plus forts que toi. Tu étais donc voué à une disparition rapide. Et te voilà au sommet, souverain incontesté, terrorisant la moindre parcelle de nature. Il s'agit d'un improbable hold-up perpétré grâce aux malices de l'évolution qui t'a choisi comme récipiendaire de ses nouveautés les plus spectaculaires.
Tu ris et imagines que c'est toi qui as dompté le sort pour te hisser au rang d'espèce dominatrice. Comprends que tu n'y es pas pour grand-chose. La chance, c'est tout. Et qu'en as-tu fait ? Un peu de sublime qui ne compense pas le gâchis magistral. Humain, nul besoin que tu assassines pour me rebuter. Depuis le temps que je te fréquente, j'ai pu expérimenter tes trahisons, la bassesse de tes conduites sans honneur et la superficialité de tes amours déclamés. Lui, meilleur ami qui me jurait l'amitié fraternelle, sourire et accolade serrés, absent au premier moment où lui fut donné l'occasion de la démontrer. Elle, mente athée, aux sentiments utilitaires, qui défilèrent lorsque plus jeune je ne voyais pas bien clair. Et tous ces vers levés, ces connivences embrassées, ces confidences arrachées par des alliés de pacotille envolés à la première bourrasque. Ton palmarès social est une litanie de promesses éteintes et d'enthousiasme fin. Je n'ai pas beaucoup d'amis vrais parmi tes enfants, mais je continue à sourire à tous les autres. Humain, j'ai voulu t'aimer, mais cela m'est impossible aujourd'hui. Misanthrope ? Pas loin, je l'admets. Comment pourrait-il en être autrement ? Comment ne pas mépriser une espèce dont une partie des représentants exprime tant d'ignominie, tandis qu'une autre partie majoritaire laisse faire et se tait ? Humain, est-ce ton genre qui est en cause ou ton espèce ? Homo sapiens, connais-tu la signification de ton nom ? Sapiens, dit le Gaffio, intelligent, sage, raisonnable, prudent. Veux-tu que l'on reprenne chacun de ces termes ? Sage, raisonnable, prudent ? Allons, soyons sérieux, tu es tout l'inverse. Une autre appellation aurait été plus adaptée à notre engeance, Homo intellectualis, à savoir, homme qui réfléchit, qui comprend. Il est en effet pertinent d'affirmer que, plus que les autres espèces, les humains réfléchissent et comprennent. Parfois extrêmement bien. C'est le cas de générations de scientifiques en tout genre. Parfois extrêmement mal. C'est le cas de générations de politiciens et philosophes en tout genre et de milliards d'humains au quotidien. Les humains s'interrogent et résolvent des problèmes. Mais une intelligence non maîtrisée ou mal utilisée peut toutefois se transformer en stupidité. Notamment si elle n'est pas encadrée par la sagesse, la prudence et la raison. Sapiens, ton incapacité à réaliser la promesse de ton titre a signé ta fin. Bientôt tu ne seras plus, éradiqué par tes soins. Bravo, cas unique dans l'histoire du vivant. L'humanité disparaîtrait-elle avec toi ? Pas forcément. Il est encore possible de la sauver en lui inventant ton successeur. On peut considérer que l'humanité est apparue il y a 6 ou 7 millions d'années, lorsque notre lignée s'est séparée des chimpanzés, mais le genre Homo a émergé il y a 3 millions d'années. Une quinzaine d'espèces Homo se sont succédées depuis, parmi lesquelles habilis, habile, ergaster, artisan, erectus, dressé, néandertalensis, du nom d'une vallée, et toi, sapiens. Inventons dès aujourd'hui l'espèce qui te remplacera. Si notre genre doit survivre, il ne peut s'agir que de l'homme moral, que je propose d'appeler Homo ethicus. Plaçant l'éthique au centre de sa réflexion et de ses actions, Homo ethicus aura à cœur d'être juste, réfléchi, bienveillant, altruiste, empathique. Il sera sensible à la souffrance de ses congénères et à celle des non-humains, sensible au respect des forêts, des lacs, des mers et de l'atmosphère. Comme tu le sais, l'histoire de l'évolution est faite de transitions et de modifications opérées à partir de l'existant. Si Homo ethicus doit voir le jour, il est déjà en germe, en toi. De fait, il existe chez Sapiens des signes annonciateurs d'une nouvelle espèce à venir. Tu as, en effet, inventé les droits de l'homme et tenté d'y inclure progressivement tous les individus de notre espèce, quel que soit leur sexe, leur couleur de peau, leur religion ou leur préférence amoureuse. Tu as honoré dans de nombreux textes les notions d'égalité, de fraternité, de solidarité. Tu as récemment créé les premières lois de protection animale, et ces lois gagnent en précision, pour certaines espèces et dans certains contextes. Ton salut ne peut venir que des énergies tournées vers autrui, celles qui regardent en dehors de nous-mêmes et exigent que nous nous mettions au service du vulnérable, qu'il soit humain, non humain, animal ou végétal. Dans la Genèse, la Bible donne un ordre aux humains dont on sait pertinemment aujourd'hui qu'il est indigne. Je cite :
Dieu bénit Noé et ses fils, et il leur dit « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre, soyez la crainte et l'effroi de tous les animaux de la terre et de tous les oiseaux du ciel, comme de tout ce dont la terre fourmille et de tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. » Fin de citation. Nous devons réécrire notre catéchisme, cesser d'être des sujets de crainte et d'effroi pour tout ce qui vit, et au contraire en prendre soin. Non plus tueurs, mais tuteurs. Inventons une espèce d'humain sensible au sort du vivant, sous toutes ses formes, et guidé par le devoir de la respecter en toutes circonstances. Fin du 2e chapitre. Mais ce n'est pas fini. On en a un 3e. Celui-ci est nommé mère. Mère comme génitrice. Il arrive souvent que celle qui a donné la vie à un enfant, qui l'a nourri et éduqué, ne puisse un jour plus prendre soin d'elle-même, en raison des années qui rongent les muscles et l'esprit. Alors, l'enfant devenu adulte a pour devoir de prendre soin de sa mère, comme elle-même l'avait fait pour lui quelques décennies plus tôt. S'il refuse, il est un fils ou une fille indigne. Notre mère à tous est une vaste étendue d'eau, où la vie est née sous forme de bactéries il y a environ 3,8 milliards d'années, avant de se développer réellement au Cambrien, il y a 540 millions d'années. Nos ancêtres les poissons se sont émancipés de leur mère il y a 375 millions d'années, en la quittant pour des contrées émergées, remplies de promesses. Les forêts se sont mises à pousser il y a 360 millions d'années. Les premiers mammifères sont apparus il y a 225 millions d'années. Et ils ont commencé à dominer le règne animal il y a 65 millions d'années, après la disparition des dinosaures. Notre mère est devenue la Terre, et celle-ci a porté environ 100 millions d'enfants humains depuis 50 000 ans. Aujourd'hui, la planète se meurt, et nous, ses enfants actuels, sommes responsables de son état. Nous sommes son cancer foudroyant. Enfants doublement indignes, qui ne prenons pas soin de notre mère et qui provoquons son agonie. Si nous agissons ainsi, c'est que nous ne sommes pas encore devenus adultes. L'espèce humaine est engluée dans son immaturité. Elle n'est toutefois plus au stade de l'enfance, car elle est sortie de la peur et de l'innocence lorsqu'elle est parvenue à éclairer la nuit, il y a 500 000 ans au moins. Elle est pour l'instant dans sa phase adolescente, cette période de la vie où l'on découvre ses potentialités, où l'on se construit dans l'opposition à ce qui nous a été jusqu'alors enseigné. Jusqu'à récemment, enfants de la nature, nous suivions ses règles, soumis à sa logique, à ses avertissements et ses punitions. Puis à partir du XVIIIe siècle, nous avons constaté que nous pouvions la contredire et prendre parfois le pouvoir sur elle. Alors nous avons commencé à considérer que ce qu'elle avait à nous dire n'avait que peu d'intérêt. Homo sapiens est un adolescent qui agit en parfait égoïste, rebelle à tout ce qui s'oppose à lui, indifférent à l'autorité parentale qui lui commande la modération et la pondération, prêt à tous les conflits pour imposer sa vision. Embué de suffisance, il ne se rend pas compte de son ignorance crasse, ni de son ridicule. Évidemment, comme chez tout adolescent, tout n'est pas mauvais en lui. Il est aussi capable d'empathie, d'humanisme, et exprime parfois de saines exigences. Mais tout cela est brouillon et gâché par trop de passion non maîtrisée et par un déficit de sagesse fondatrice. Homo eticus est le sapiens entré dans l'âge adulte. Il est l'humain qui a compris qu'il est de son devoir de s'occuper de cette terre-mère que nous avons malmenée au point de la menacer aujourd'hui, et qu'il nous faut prendre soin de tous ses autres enfants. Tous ? Je comprends votre gêne. Le vivant est en effet la plus complexe des énigmes. La seule chose dont nous soyons à peu près certains est que la vie est notre bien le plus précieux, à chacun d'entre nous, et que par conséquent, elle est le bien le plus précieux de toute entité animée par le même souffle. En revanche, personne ne sait précisément comment la vie est apparue, et encore moins pourquoi. Même la définition du vivant pose problème, ainsi que la compréhension de ses différentes expressions. Il existe de multiples formes de vivants, extrêmement éloignées les unes des autres, et pourtant irrémédiablement liées. Faut-il toutes les protéger de manière identique ? Et comment y parvenir, alors même que les animaux dont nous faisons partie sont obligés de détruire du vivant pour continuer à exister ? Quelle vie pouvons-nous prélever, et pourquoi ? Les végétaux, nous dit désormais la science, manifestent eux aussi des signes d'intelligence et de sensibilité. Cela en fait-il l'équivalent des animaux ?
Si c'était le cas, alors les végétariens et végétaliens se fourvoieraient en soutenant qu'il est plus grave de manger de la viande que des fruits, des légumes et des céréales. Le trouble ne s'arrête pas là. Il se prolonge lorsque l'on s'interroge sur la conscience et sur le rôle que celle-ci joue dans les processus du vivant. La conscience n'a pas été distribuée de manière identique à tous les êtres de cette planète, et il semble qu'elle trouve chez l'humain son expression la plus aboutie en raison de cette création de l'esprit nommée morale sur laquelle nous avons fondé notre société. La morale est un organe invisible qui remplit pour notre espèce une fonction vitale au même titre que le cœur, l'estomac ou les poumons. L'un nettoie notre sang et l'envoie alimenter nos muscles, l'autre traite notre carburant alimentaire, les derniers permettent l'échange de gaz carbonique et d'oxygène. Ce ne sont là que des actions mécaniques dont on retrouve les déclinaisons chez toutes les espèces vivantes. La morale, quant à elle, est un organe particulièrement humain qui guide nos réponses à des stimuli sociaux. Elle implique que nous devons à notre statut d'espèce intelligente dominante autre chose que de l'activité intestinale, de la gesticulation sociale et du cynisme. Respirer, se déplacer, faire du bruit, consommer, salir, ces actions suffisent-elles pour faire de nous des vivants ? Non. Il nous faut également de la dignité, et celle-ci implique l'éthique. Du philosophe, de l'impératif catégorique, Emmanuel Kant, on peut critiquer la radicalité, mais son ambition générale ainsi résumée est juste. Je cite, « La moralité est la condition qui seule peut faire qu'un être raisonnable est une fin en soi, car il n'est possible que par elle d'être un membre législateur dans le règne des fins. La moralité, ainsi que l'humanité, en tant qu'elle est capable de moralité, c'est donc là ce qui seul a de la dignité. » Fin de citation. Vous l'avez compris, on ne peut parler du vivant sans évoquer à la fois la biologie et la philosophie. Voilà, j'ai terminé ma lecture. On avait donc accès à 3 chapitres, hein, c'est pas mal, hein, pour nous donner l'eau à la bouche. On va dire ça comme ça. Donc voilà pour ce long passage. Alors les 3 chapitres étaient peut-être pas entiers, mais je vous ai lu en tout cas ce qui était disponible. Alors à mon sens, c'est du pur Émeric Caron. Hein. Il y a un zeste de philosophie, beaucoup d'écologie, et la misanthropie qui est liée, puisqu'on sent son agacement envers l'inaction des humains, à qui il adresse une lettre assez acide, je trouve. J'ai beaucoup aimé le début sur la mort, franchement. Ça fait très poétique, et puis je pense que ça touchera tout un chacun, d'autant plus que vous avez vécu un deuil récemment ou que vous le vivez en ce moment. Ce sera peut-être même difficile à entendre, à écouter. En tout cas, moi je trouve ça poétique, je trouve ça beau, et je trouve ça terriblement juste. Voilà, bah écoutez, cette intro est vraiment pas mal, et je trouve que ça augure d'un très bon livre. Alors, je vais pas en faire des kilomètres, hein, c'est juste un passage, ça n'aurait pas de sens de dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, bon, il n'y a pas grand chose, c'est juste un petit résumé, une petite opinion, on va dire, de ce que j'ai lu. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, ce livre, il m'intéresse, d'après ce que j'en ai lu. Il peut potentiellement rentrer dans ma bibliothèque. Voilà, alors pour info, sur Amazon, il est à 14€, apparemment c'est son prix. Je vois qu'il y a déjà des prix plus élevés en occasion, alors je me demande si c'est pas une arnaque. En tout cas, ce livre, nommé Vivant, de Émeric Caron, sort dans quelques jours, 17 octobre 2018, donc la semaine prochaine. On saura bien assez tôt pour son prix, pour le coup. Voilà. Alors, si ça vous a été utile, si ça vous a donné envie ou non d'acheter le livre, n'hésitez pas à commenter, à me donner votre avis. Peut-être à me dire si c'était trop long, si ce genre de formule vous a pas plu, était peut-être suffisamment assez lourde, on va dire. Ou alors si le fait de vous l'avez peut-être découvert, hein, comme moi. Hein, moi j'ai vu ça il n'y a pas si longtemps. J'ai vu aussi sur sa page Twitter que ou Facebook, je sais plus, qu'il avait annoncé ça il y a un mois. Bon, en tout cas, moi j'étais passé à côté, donc je suis assez content de l'avoir découvert. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à liker donc, et à vous abonner. Comme vous avez pu le voir, Émeric Caron, je suis un peu tombé sous le charme, donc voilà.
Bonne fin de journée et bonne lecture si ce livre vous a branché, il sort la semaine prochaine. Allez, salut les gens!